Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. La Nationale jouera son quart de finale vendredi face à la Belgique avec statut d'outsider pour la première fois de la compétition. Nous vous présentons l'avant-match avec Superlio, Roland et Arco. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Superlio, c'est pour l'instant le vrai défi de la compétition pour l'Italie parce que les Belges font partie des 2-3 favoris de l'Euro depuis longtemps, parce qu'ils sont techniquement beaucoup plus forts que les adversaires que nous avons rencontrés jusqu'à présent et parce que l'Italie, on le dit depuis plusieurs semaines ici, renaît à peine de ses cendres. Alors deux questions, quels sont les points forts de cette équipe belge qui, on le rappelle, sera privée d'Eden Hazard et de De Bruyne, et la stratégie mise en place par Mancini pourrait-elle permettre à la Nationale de résister aux assauts de Lukaku et des siens? Tout d'abord, la Belgique a une équipe en place depuis plusieurs années et bénéficie du travail de son sélectionneur Martinez depuis un moment. Elle a vécu une place de troisième au mondial 2018 et puis elle a un système de jeu rodé avec un potentiel offensif assez incroyable. Bon, Hazard et De Bruyne apparemment ne seront pas là, donc il y aura peut-être Carrasco, mais il reste toujours Lukaku qui est une valeur sûre et un milieu de terrain de qualité. Les points faibles de cette équipe, je dirais plutôt peut-être l'axe central, hein, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, qui sont assez lents derrière, mais qui ont tenu la baraque contre le Portugal. Je pense que les autres clés du match vont être les pistons belges, notamment le côté de Meunier, qui risque d'être exposé à Spinazzola et Insigne. Je pense qu'il y a un coup à jouer de ce côté. Et le double pivot, hein, Tielemans et Witsel, qui peut être en infériorité numérique au milieu de Mancini. Donc, l'équipe de Mancini, pour répondre à ta question, oui, a des arguments pour faire mal à l'équipe belge, notamment au milieu de terrain pour priver les Belges du ballon, et sur les côtés pour faire mal avec Meunier, et en attaque avec de la vitesse, surtout si Chiesa est titularisé, ça peut faire mal aux arrières centraux belges. Roland, c'est marrant parce qu'autour de moi, on me dit que certes, les Belges sont bons, mais que c'est l'Italie en face quand même, avec ses 4 Coupes du Monde, avec sa capacité à faire déjouer l'adversaire, etc. Mais je suis toujours obligé de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe en Serie A depuis 20 ans, de la lutte acharnée des présidents de club contre la nationale et de sa conséquence, à savoir un effectif limité, on l'a vu contre l'Autriche, avec la stérilité du trio offensif et la fragilité défensive. Une Italie qui jouerait comme en 2016 avec Conte, aurait peut-être ses chances, mais là, comment appréhender cette rencontre délicate? Et c'est un peu la même question qu'à Superlio finalement. La tactique de Mancini est-elle adaptée? J'ai combien de temps pour répondre à tout ça là? Parce qu'on est parti pour une émission de 2 heures au moins. Non, bah écoute, Euh, simplement ton avis sur cette équipe belge et puis sur les capacités surtout de la nationale et à répondre aux défis, parce que c'est ce sur quoi on s'interroge, surtout après le match contre l'Autriche. Après, on peut relativiser la performance contre l'Autriche quand on a vu ce qu'a fait l'équipe de France, ce qu'a fait l'équipe des Pays-Bas, etc. hein. Mais quelle est ton opinion sur la Belgique d'abord et puis sur la capacité de la nationale à réagir, à répondre à ces Belges qu'on présente comme les grandissimes favoris de la compétition maintenant et puis de ce match bien sûr? au vu du tableau des quarts de finale qui est fixé maintenant depuis hier soir, c'est vrai que la Belgique est l'équipe que tout le monde voit aller au bout. Euh, Elle était déjà parmi les favoris avant l'Euro, mais il y avait la France championne du monde, France championne du monde qui n'est plus là. Donc aujourd'hui, ce statut de favori numéro un revient à la Belgique. Et je pense que ce n'est pas totalement usurpé, loin de là. Ça va être un gros défi pour cette Italie de se retrouver face à un adversaire de cette envergure-là qui a quand même des joueurs hyper intéressants à toutes les lignes, et notamment Lukaku, qu'on a vu arriver en Serie A du côté de l'Inter. Et je trouve que c'est un joueur qui a énormément progressé, très probablement grâce à son passage sous les ordres d'Antonio Conte. Mais c'est vraiment le symbole de cette équipe. Et tout dépendra quand même, je pense, de la présence ou non de Eden Hazard et Kevin De Bruyne, parce que Kevin De Bruyne, depuis 2 saisons maintenant, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde. Et on a vu encore cette saison tout ce qu'il a fait avec Manchester City. C'est un joueur importantissime dans ce qu'il peut apporter offensivement. Et effectivement, ça pourrait être un point fort pour les Belges face à une équipe d'Italie dont la défense peut prêter parfois au doute. Ces derniers temps, on a vu que Chiellini était blessé, mais on parlera de la composition après. Mais le défi pour Mancini et ses joueurs va être important. Toutefois, je pense que c'est pas plus mal que l'Italie arrive comme ça dans la peau de l'outsider une nouvelle fois, puisqu'on l'a suffisamment répété. L'Italie, même si
Même si on parle beaucoup de cette série d'invincibilité, on parle beaucoup de son jeu depuis le début de la compétition. Mais je pense que le huitième de finale a fait retomber un peu tous ceux qui encensaient cette équipe d'Italie. Et finalement, le statut d'outsider lui conviendra mieux face à une Belgique qui, elle, aura sans doute plus de pression parce que ça fait maintenant plus de 5-6 ans qu'on nous la présente comme une des meilleures équipes du monde. Elle est d'ailleurs première au classement FIFA, si on peut accorder de l'importance à ce type de classement. Mais ça va être un match très costaud, je pense. Et là, tout dépendra, comme je le disais, vraiment de l'absence ou non de Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Je lisais dans l'équipe de lundi ou de mardi, je ne sais plus, le sélectionneur belge qui disait qu'il envisageait de récupérer ces deux joueurs-là s'il y avait un match après le quart de finale, donc potentiellement pour une demi-finale. Alors, est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est du bluff pour préparer son match tranquillement? Je saurais trop deviner, mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe-là, sans De Bruyne et Hazard, devient tout de même, je pense, beaucoup plus accessible pour l'Italie. C'est vrai, tu as raison d'être prudent. On connaît l'intox de certains sélectionneurs. J'annonçais tout à l'heure que De Bruyne et Hazard ne seraient pas là. Il est possible que les faits démentent ce que j'ai dit, donc tu as raison de faire preuve de prudence. Erco ici connaît mieux que personne l'équipe belge, donc je vais faire court. Quelle est la clé du match? Et ne crains-tu pas les capacités belges de contre rapide face à la possession italienne stérile? Ben, pas des problèmes pour eux, c'est évidemment la probable absence de Bruyne et Hazard qui sont toujours pas entraînés aujourd'hui, donc j'imagine quand même mal de les voir en Italie ou alors en quel état. Donc, les contre-attaques rapides, oui, ils auront toujours les armes, parce que dans le pire des cas, leur remplaçant, ce sera Mertens et Carrasco, qui sont quand même pas deux peintres à ces postes-là, même si évidemment Mertens n'est pas dans la forme de sa vie. Le problème qu'il y a en Belgique, je pense qu'il y a un excès de confiance qui se fait depuis qu'ils sont pris numéro 1 mondial, justement. Donc, c'est justement qui a été beaucoup dû aussi grâce à des matchs amicaux et qui a fait justement, comme c'est une équipe qui n'a pas l'habitude justement du haut niveau, enfin de gagner beaucoup, il y a justement une exagération au niveau de la réputation de l'équipe via les médias belges. Et du coup, je pense que l'excès de confiance a provoqué notamment aussi, pour moi, la défaite de la Coupe du Monde contre la France. C'est en grande partie dû à ça. C'est des joueurs qui ne sont peut-être pas trop beaux, parce que sur le papier, surtout par la Coupe du Monde, l'équipe était superbe. Mais il y avait clairement un manque d'expérience et justement un manque de respect pour l'adversaire. Et par contre, ici, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une transition de l'époque dorée qui commence doucement à s'éteindre légèrement. On voit notamment que milieu de terrain, même si sur le papier, Witsel et Tillman, c'est superbe. Je veux dire, Tillman, c'est quand même fait une énorme saison à Leicester. C'est un joueur qui peut être assimilé à De Bruyne en jouant un cran plus bas. Mais la sauce ne prend toujours pas pour le moment. C'est pas une équipe qui délivre évidemment le football de champagne. C'est une équipe qui se concentre beaucoup sur les exploits individuels, notamment d'un énorme Lukaku qui a énormément évolué donc d'un point de vue technique. Et De Bruyne, évidemment, qui a la vista, qui est peut-être le dernier génie qui reste à ce niveau-là dans le football européen. Et ça dépend beaucoup de ces deux joueurs-là. Ici, il va rester probablement que Lukaku. Le point positif, en tout cas j'espère, c'est que Chiellini reviendra, puisque jusqu'à maintenant, la défense Chiellini-Bonucci a toujours réussi à museler. Et Lukaku a encore un petit peu de mal contre les défenseurs qui lui donnent du répondant physiquement, comme ça a été le cas avec Kjær, avec le Danemark. La défense est effectivement le gros point faible de ça, parce que même sur le papier, on se rend compte directement qu'il y a un problème. La défense à 3 avec un Vermaelen qui est quand même fort sur le déclin et Vertonghen qui commence tout doucement aussi. Donc même si à Vertonghen, ils sont quand même habitués à jouer une défense à 3, on voit qu'ils ne sont plus les défenseurs qui étaient il y a 4-5 ans, qu'il y a un problème notamment de vitesse et même de communication avec Vermaelen. Il y avait avant Compagnie qui était là quand même de par son expérience et son talent réussir à équilibrer cette défense. Et on jouait avec une défense à 4 à cette époque-là qui était peut-être plus adaptée. Ici, il joue avec un Meunier qui a un cran plus haut, mais qui défensivement, c'est pas, vous l'avez vu aussi en France, c'est pas le meilleur à son poste à ce niveau-là. Donc pour défendre, c'est pas vraiment son point fort, même s'il est très bon en attaque et qu'il a un très gros volume de jeu. À droite, on doit jouer avec le frère, donc le Torgan Hazard ici, qui est plus habitué à jouer attaquant à Dortmund, et ici qui doit jouer un cran plus bas au milieu de terrain. Donc, et qui a mis un très joli but contre le Portugal. Hein. Qui a mis un très joli but, et c'est un joueur qui est petit besogneux que son frère. C'est qui a certes moins de talent de base, mais qui travaille beaucoup plus, et qui est peut-être plus professionnel en dehors, d'un point de vue justement hygiène de vie, et ce qui lui permet d'évoluer tout doucement, mine de rien. Voilà, je trouve que
à l'heure actuelle, c'est plus intéressant d'avoir un Torgan Hazard sur le terrain, parce qu'il est beaucoup plus fiable qu'un Hazard que tu verras une fois tous les 5 mois. Donc, une petite passation de pouvoir qui se fait actuellement tout doucement. Et c'est justement le manque de percussion qui va se faire. Je trouve que avant, c'était une équipe qui jouait justement avec Hazard et Mertens. Voilà, ça s'envoyait du très lourd au niveau sur les côtés. C'était deux joueurs qui pouvaient rentrer sur le terrain et déborder en même temps, qui pouvaient alterner du jeu à gauche et à droite, qui s'entendaient très bien avec Lukaku. Ici, ben voilà, Hazard sera probablement pas là. Mertens, comme je l'ai dit, il n'est plus dans la forme de sa vie. Sa saison en Naples a été assez mauvaise et ça se confirme ici en équipe nationale. Enfin, Carrasco, il faut se le farcir quand même. Hein. Carrasco, il faut se farcir. C'est un joueur qui est assez irrégulier. Donc, s'il est dans un gros match, évidemment, il faudra se farcir. Ça va être très compliqué de le tenir. Ça dépendra un petit peu comment il va justement appréhender ce match et comment il va débuter. C'est un peu comme Rebic, Carrasco. C'est directement s'il va être bon ou pas après 5 minutes. Tu vois sa mentalité, sa façon de jouer. Je suppose qu'ici, un quart de finale contre l'Italie, à mon avis, il aura quand même envie de se montrer. Donc, il faudra donc, évidemment faire attention à ça. Mais d'un point de vue, justement, c'est une équipe qui me paraît, je ne vais pas dire faible dans le jeu, mais qui, j'ai l'impression qu'un petit peu perdu de la façon de jouer qu'ils avaient avant. Ils ne savent plus vraiment comment y aller. Ils ont peur d'attaquer, ce qu'ils veulent défendre, je ne sais pas. Mais ils ne savent plus. Le problème, c'est que voilà, offensivement, c'est assez stérile, puisque le milieu de terrain manque cruellement. Donc, ça dépendra évidemment de De Bruyne ou pas. C'est lui qui lance ses attaques. Mais s'il n'est pas là, et avec Chiellini, Bonucci, si Chiellini revient, je touche du bois, Lukaku aura quand même du mal. Et le problème, c'est qu'il faudra marquer des buts. Donc, même, on sait bien qu'Italie, gros défaut, c'est justement l'attaque. Donc, même si on aura des occasions, il faudra quand même les mettre, parce qu'Immobilier, on sait bien comment il va jouer. Et Lukaku, il en faudra 2 ou 3, même s'il passe pas souvent. Une occasion ou deux, il la mettra. Donc, il faudra faire attention. Mais voilà, ça va être un match assez équilibré. Je pense pas qu'on verra un grand match. Je pense que c'est deux équipes qui vont être assez prudentes. Ça va être un peu comme on a vu, comme ici contre l'Autriche ou la Belgique contre le Portugal. Ça va être deux équipes qui vont longtemps Angleterre-Allemagne. Angleterre-Allemagne, c'était pas un gros non plus. Juste, tu J'ai pas parles vu de le match, Chiellini, donc on verra je peux dans pas quel état de forme, parce que Chiellini n'a pas joué C'est ça. quand même depuis le premier match. Il faudra voir comment il se sent et comment il revient, parce que museler Lukaku, ça se fait pas avec une petite forme. Et quand on sait à quel point Bonucci est friable depuis quelques temps, on va parler de l'Italie dans quelques instants, bien sûr, mais comme tu lances le sujet, forcément je réagis. Moi, je trouve que tu dis qu'ils les ont muselés jusqu'à présent, certainement en championnat, mais en sélection, là, l'état de forme des deux, ça pose question. Hein. Ah oui, clairement. Mais de toute façon, ce qui peut faire peur aussi, c'est qu'on sait bien que Chiellini, voilà, c'est un joueur qui a une grosse débauche physique et qui a besoin, s'il n'est pas à 100% physiquement, Chiellini, il est mauvais. Il est seulement, autant il peut être le meilleur défenseur du monde quand il est à son top niveau, d'un point de vue physique. Autant s'il est à 80%, ce sera totalement l'opposé. Donc c'est ça qu'il faudra avoir. Et comme tu dis, il y aura un gros morceau devant lui, parce qu'avec Lukaku, il y aura un vrai duel physique et du répondant. Je pense qu'il faudra surtout éviter, et ça, c'est pour ça aussi qu'il a justement été très fort avec l'Inter, c'est que l'Inter, c'est une équipe qui part du bas et qui a toutes les grosses contre-attaques à Lukaku, qui une fois qu'il est lancé, il est très compliqué à arrêter, parce que c'est un joueur qui va très vite et qui est très puissant. Donc je pense que si on veut avoir la clé du match, ce serait plutôt d'essayer de presser haut la Belgique et de le faire tout le temps pendant 90 minutes, mais ça me paraît compliqué. Ou alors jouer bas et nous partir en contre-attaque. Parce qu'eux, ils auront du mal à attaquer. Lukaku sera peut-être un petit peu plus en difficulté, puisqu'il sera justement fixé dans la défense et il n'aura pas de quoi repartir. Et nous repartir sur des contre-attaques, mais quand on connaît notre efficacité, il faudra quand même aller un petit peu améliorer à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je dis, ça va être un match assez fermé, je pense. Et ce qui va se jouer sur un détail, il y aura encore une fois même des prolongations, à mon avis, je pense. Bien, on va passer à l'équipe type dans quelques instants, mais Soupalio a d'abord une réaction. Je voulais dire que depuis la défaite contre la France du côté belge, je trouvais que c'était un peu la fin des illusions perdues. Parce que combien de temps on a entendu qu'ils avaient mieux joué que la France, mais qu'ils étaient déçus du résultat final. Sur ce que j'ai vu contre le Portugal, je les ai trouvés beaucoup plus cyniques, plus tactiques, et c'est peut-être ce côté cynique bien en place et qui repart en contre qui peut faire peur. Hein. S'ils ont appris de leurs erreurs, ça peut être une équipe très redoutable. Et encore une fois, je vous dis, faites attention au côté belge, notamment au côté de Meunier, qui peut être exposé à Insigne Spinazzola et qui peut nous offrir de bonnes solutions. Bien, passons à l'équipe type. Quel changement faut-il attendre? Chiesa sera-t-il enfin titulaire? Chiellini sera-t-il rétabli au point d'affronter Lukaku? Locatelli a-t-il une chance de démarrer? Nous attendons impatiemment les prédictions de Soupalio qui garde donc la parole. Il y a pas mal de ballotage. Bien entendu, Acerbi, Chiellini, tout va dépendre de l'état physique de Chiellini. Je pense que si Chiellini est apte, même à 80%, Mancini misera sur lui. C'est dommage pour Bastoni, qui connaît bien Lukaku pour évoluer avec lui, mais je vois mal
Mancini risquait Bastoni dans un quart de finale. D'autres ballottages au milieu de terrain. Alors, Jorginho est intouchable, mais la question Verratti-Locatelli se pose et Pessina-Barella se pose aussi. Mais je vois mal Mancini révolutionner à 100% ou à 80% pardon, son milieu de terrain. Donc je pense qu'il va partir avec Verratti. Il y aura peut-être la surprise de voir Pessina titulaire d'entrée parce que Barella a paru émoussé sur ses derniers matchs. Devant, je pense qu'il va quand même garder Berardi pour le côté couverture qui peut peut-être faire correctement et garder Chiesa pour miser sur une entrée en jeu en tant que joker. L'autre ballottage, Belotti-Immobilier, tournerait plutôt à l'avantage d'Immobilier. Le jeu en profondeur, sa vitesse pourrait faire mouche contre les défenseurs belges, mais là aussi la question se pose que Belotti a apporté une prestance physique qui n'était pas négligeable contre l'Autriche. Donc à voir s'il maintient encore sa confiance en Immobilier ou s'il joue la carte Belotti, mais c'est rare de voir des sélectionneurs changer leur avant-centre comme ça. Hein. Les derniers souvenirs que j'ai en date, c'est Zoff qui avait titularisé Del Vecchio en finale de l'Euro 2000. Roland, c'est quand même assez inquiétant, ça de voir Chiesa encore sur le banc. Je sais pas comment tu juges ça, mais c'est vrai qu'on manque de vitesse, on manque de percussion. On a bien vu que Berardi, Insigne, c'était stérile, notamment au dernier match, mais également pour Insigne notamment sur quelques matchs précédents. Et même Berardi n'a pas donné énormément de gages de confiance. C'est vrai que si on est à la 70e qui fait rentrer Chiesa, qui a 2 buts à remonter, c'est pas dit que 20 minutes suffisent pour les remonter. Je sais pas comment tu vois ça. Non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus et même indépendamment du match contre l'Autriche, hein, même si Chiesa n'avait pas marqué par exemple et que la victoire était arrivée autrement, typiquement je pense que c'est un match où Chiesa doit être aligné parce qu'on parlait des défenseurs belges, Vertonghen, Vermaelen et Alderweireld. Et face à des, entre guillemets, hein, je caricature, hein, mais des poids lourds vieillissants comme ces trois-là, Chiesa, moi je le mettrais tout de suite parce il va les faire courir, entre guillemets, d'entrée de match. Et c'est le meilleur moyen pour les épuiser. Et de toute façon, je pense que Chiesa, en plus de ça, montrait que c'était finalement le seul joueur offensif depuis le début de l'Euro dans l'équipe d'Italie à apporter du danger. Donc moi je pense que c'est le match entre guillemets ou jamais pour lancer Chiesa dès la première minute. Et dans le même registre, face à des profils comme ces défenseurs-là, mettre Belotti à la première minute, ça me semble aussi une idée pertinente, puisque lui, il va pouvoir répondre à ce défi physique de ce genre de défenseurs centraux. Et dans ce cas-là, on aurait finalement un point de fixation qui pourrait d'autant plus laisser Chiesa libre, parce que de toute façon, faut bien se rendre compte que le ballottage est uniquement avec Chiesa et Berardi. Je vois pas Mancini sortir Insigne du 11 et Verratti par la même occasion, parce que ce sont les rares joueurs qui ont une certaine expérience du haut niveau, des matchs coup près, des matchs importants. Donc, même si Insigne depuis le début de l'Euro est pas forcément à son avantage, je ne le vois pas sortir du 11. Et Verratti, je pense que sa place est faite parce que c'est le seul joueur dans le milieu de terrain avec Jorginho qui connaît les matchs importants, les finales de Ligue des Champions, etc. Et Donc à Barella garde partir sa de... place, donc c'est pas Pessina qui jouerait à sa place d'après toi, comme peut-être l'évoquait Soupalio précédemment. Ah, moi, je préférerais... c'est compliqué, mais je préférerais tout de même tenter la carte Barella pour son volume de jeu, pour sa combativité, pour tout ce qu'il peut apporter en termes d'investissement dans un autre registre que Pessina. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut pas, on pourrait difficilement se passer de Barella, enfin de laisser sa chance à Barella en tout cas. Mais si Barella fait encore un match comme celui contre l'Autriche où il a été très 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 discret, j'espère que Mancini saura faire le changement assez tôt, pas comme l'entrée de Chiesa qui rentre l'autre jour à la 85e ou quelque chose comme ça contre l'Autriche. C'était, je pense, beaucoup trop tard. Et enfin, pour derrière, dans la défense centrale, bah, si Chiellini est apte, il faut le mettre parce que on a bien vu que Acerbi Bonucci, en termes de communication, c'était pas la même chose.
Je pense que Bonucci n'est jamais meilleur que quand il y a Chiellini à côté. Donc, dans ce cas-là, je préfère tenter les automatismes des deux Juventini, même si l'un comme l'autre sont sur le déclin pour différentes raisons. Je préfère tenter ça maintenant face à un adversaire comme la Belgique que d'attendre des demi-finales hypothétiques. Erko, ton avis sur cette équipe type? Oui, disons que pour continuer sur le sujet, au niveau de Kenny, je trouve ça quand même vachement dommage de ne pas avoir tenté quand même Bastoni, parce qu'il a quand même prouvé quand même qu'il était apte à être titulaire quand même. Donc évidemment, en absence de Chiellini, c'est peut-être celui qui avait plus ce profil qui correspondait un petit peu plus justement au profil de Chiellini. Et surtout, il aurait pu être quand même plus ou moins encadré par Bonucci, même si on a vu au Milan que Bonucci n'était peut-être pas meilleur pour encadrer, mais il a quand même eu une évolution avec Romagnoli. Donc je pense que dans tous les cas, il aurait peut-être fallu tenter autre chose qu'Acerbi, qui est un bon défenseur, sans être exceptionnel. C'est le milieu de terrain, je ne changerai pas. Si ce n'est que je pense que vu la taille et le défi physique qui va nous attendre, je serais peut-être un petit penchant pour Locatelli quand même. Parce qu'il y aura quand même Witsel et Tielemans qui sont quand même pas petits, surtout Ah, Witsel. tu défendais Verratti lors de la dernière émission, donc tu as un peu évolué. J'ai évolué, c'est-à-dire qu'il faut se fier un petit peu à ce qui reste, quoi. Donc on aura quand même deux autres manieurs de ballon, parce que ce soit Jorginho ou même Barella, ils savent quand même manier un ballon, donc c'est pas un problème. Mais ici, quand une équipe qui aura quand même du répondant physiquement et de la taille, c'est peut-être mieux d'avoir un joueur qui sait quand même aller chercher ne fût que dans le jeu aérien ou même physiquement pouvoir répondre quand même aux attaques des joueurs adverses. Ça va être important. Maintenant, c'est vrai que ça reste à voir comment on va justement commencer les matchs, ou même comment la Belgique va commencer les matchs, qui va dominer l'autre, ou est-ce que ça va être, comme je l'ai dit, un round d'observation qui va durer 90 minutes, je ne sais pas. Mais comme ça, en voyant les équipes types, je pense que j'aurais quand même une petite préférence pour Locatelli, même si je pense que Mancini va garder Verratti de par son expérience dans le football européen. Et au niveau d'attaque, pour Chiesa, je reste persuadé qu'il ne va pas être titulaire parce que je suis sûr que ça ne changera pas. Je pense que même pour la prochaine compétition, Chiesa, ça va être ses jokers. Je pense que Mancini, dans sa tête, Chiesa, c'est un joker, c'est un joueur qui rentrera toujours en fin de match pour faire mal. Je ne vois pas changer, encore moins maintenant. C'est dommage que moi je pense s'il qu'au niveau démarre, il a beaucoup plus de temps de faire mal parce que Chiesa il est aussi oui. bon physiquement à la 80e qu'à la première. Hein. C'est pas quelqu'un qui baisse physiquement au cours d'un match. Il a 23 ans, il est en pleine possession de ses moyens physiques, donc c'est très surprenant cette attitude. Bah oui, surtout qu'il a quand même prouvé, il a fait une très très grosse saison en la Juve, c'était presque lui qui a porté l'attaque à lui seul. Et ici on a vu quand il a débuté contre le Danemark, il était très bon aussi. Donc c'est certain que tes arguments tiennent. Mais le problème c'est que Mancini ne va pas de cet avis. Je pense que lui il veut absolument garder pour faire mal dans la dernière demi-heure. Voir si on est mené à la mi-temps, peut-être faire un changement en 45e. Mais Chiesa il est juste là pour renverser une situation. Mais bon, si le résultat n'est pas négatif, il préfère entre guillemets assurer en laissant Berardi. Donc et pour l'attaquant de pointe, personnellement, oui, je mettrais quand même Belotti parce que la forme d'Immobile est quand même inquiétante. Même si dans le profil, c'est vrai que un joueur lancé en profondeur qui va aller chercher la profondeur, vu la défense adverse, c'est peut-être le profil qu'il nous faut. Mais moi, l'Immobile que j'ai vu ces matchs ici, c'est un joueur qui ne sait pas contrôler, qui peine à faire des bons appels, et qui a une vision du but qui est quand même loin d'être celle qu'il a à la Lazio. C'est un joueur qui n'est pas l'air d'être en confiance, en tout cas dans la zone de finition ici. Je préfère quand même la rentrée ici que Belotti l'a fait contre l'Autriche, un joueur qui sait conserver le ballon et sait faire jouer les deux ailiers intérieurs qui seront Berardi logiquement et donc Insigne, qui pourront eux aussi rentrer dans l'axe et pour tenter leur chance. C'est plus comme ça que je le vois et peut-être même garder le ballon aussi, pourquoi pas le faire redescendre aussi pour aller au combat contre Witsel et Tielemans aussi dans le défi physique. Je pense qu'il serait plus utile quand même qu'Immobilier. Et donc après, comme j'ai dit, il changera pas non plus parce que c'est compliqué de changer une équipe dans un quart de finale, même un joueur, parce que voilà, c'est un entraîneur, ça joue beaucoup à la confiance. C'est pas un championnat où tu joues 30 matchs par saison, tu en joues 5, tu dois réussir. Je pense qu'il va continuer comme ça. Et peut-être, je pense que Locatelli a quand même fait jouer pas mal, il a assez confiance en lui. J'espère quand même qu'il fera de petits changements à ce niveau-là, parce que je pense qu'on aura quand même besoin de répondants. Bien, nous passons au mot de la fin. Pour une fois, je vais démarrer, parce que c'est vrai qu'après les éliminations de la France et des Pays-Bas, on peut relativiser, hein, je le disais tout à l'heure, la contre-performance italienne contre l'Autriche, mais ça ne doit pas faire oublier nos faiblesses ni les failles dans lesquelles ne manqueront pas de s'engouffrer les Belges. Alors évidemment, il y a un match à jouer. Évidemment, tout est possible dans le football, hein. Les Tchèques et les Suisses l'ont montré, les Anglais aussi, mais ils l'ont montré avec une tactique et un état d'esprit particulier que j'aimerais voir côté italien, que je n'ai pas vu pour l'instant. Je trouve que pour battre les Belges, il nous faudrait 11
guerriers, prêts à se sacrifier pour la cause. Mais voyez-vous Insigne et Berardi comme des guerriers depuis le début du tournoi? Telle est la question. Superlio, quel est ton mot de la fin et que penses-tu de cette réflexion sur le côté peut-être un peu parfois dilettante de certains de nos joueurs qui se comportent comme des divas, je trouve, alors que malheureusement ils n'ont pas spécialement le pédigré qui le leur permet. Ils n'ont pas le pédigré, mais ils peuvent compenser par le caractère et la personnalité. On a vu les joueurs par le passé compenser à des défaillances techniques par un état d'esprit irréprochable. Alors pourquoi pas? Après, pour nous, c'est vraiment le test pour faire grandir cette équipe. Tu bats la Belgique, tu bats un des favoris, tu gagnes contre une grosse nation, tu es sur une autre dynamique. Après, j'ai peut-être un autre regard sur le match contre l'Autriche. On avait gagné les précédents matchs de manière assez large. Gagner contre l'Autriche de la manière qu'on a vu samedi, c'est-à-dire dans la souffrance, en subissant mais en serrant les dents, ça peut être aussi bien d'un point de vue mental. Donc pourquoi pas? Pour moi, tout est ouvert. Ça va être un match charnière aussi bien pour les Belges que pour nous. Si les Belges passent, ça peut leur donner confiance pour gagner un premier titre, un peu comme l'Espagne en 2008. Et nous, si on passe, on peut avoir justement cette dynamique qui peut nous conduire très loin. C'est vrai, on peut le prendre aussi comme ça, oui, ça a pu être un choc psychologique salutaire, après un excès de confiance suite au bon résultat du premier tour. On peut aussi le voir comme ça, effectivement. Oui, c'est vraiment ça. Après, la réponse, on l'aura sur le terrain, on est en quart de finale. Maintenant, tout est possible. Après, pour la faiblesse relative des adversaires italiens qui a été soulignée par la presse française et notamment par d'anciens joueurs comme Vieira, Barthez, je tiendrais juste à leur rappeler que le premier tour de 98, c'était Arabie Saoudite, Afrique du Sud et Danemark. Et la faiblesse des équipes, je tiens à dire aussi que parmi les quarts de finalistes, on a eu l'Ukraine, la République tchèque, la Suisse que l'Italie a rencontré ces dernières années. Tu fais bien de le souligner, c'est bien envoyé. Bon, Roland, je crois, un petit point civilisationnel à faire. Oui, je me fais le relais de notre camarade Rango qui n'a pas pu participer à l'émission ce soir finalement, qui voulait aborder un sujet que je trouve très intéressant d'un point de vue, comment dire, culturel et puis même personnel. Rango voulait nous parler d'un accord qui avait eu lieu, qui avait été signé il y a 75 ans, donc en 1946, entre la Belgique et l'Italie, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Europe essayait de se redresser de la Seconde Guerre mondiale. Cet accord entre la Belgique et l'Italie a finalement encore des conséquences aujourd'hui sur la population belge, puisque l'accord prévoyait que en échange de facilitation de l'installation d'ouvriers italiens en Belgique, le gouvernement belge renvoyait en échange des tonnes de charbon pour l'économie italienne qui devait se relever après avoir été bombardée par les Allemands, par les Américains, etc. Donc le gouvernement belge se retrouvait à chercher de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre accessible, qui n'allait pas trop se plaindre des conditions de travail, et pour travailler dans les mines, évidemment, dans les mines notamment en Wallonie. Et donc le gouvernement belge a pu obtenir ça de l'Italie, qui cherchait à se refaire un peu une image sur la scène européenne, dans la diplomatie européenne, à une époque où il fallait relancer les économies de tous les pays qui avaient été touchés par la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en échange d'un travailleur, la Belgique s'engageait à envoyer 200 kilos de charbon par jour en Italie. C'est une époque où ensuite, suite à cet accord, le gouvernement italien envoyait régulièrement 2000 travailleurs par semaine en Belgique, donc ce qui a favorisé évidemment une grande immigration italienne en Belgique, qui a encore des répercussions aujourd'hui, comme je vous le disais, puisqu'il y a toujours beaucoup de Belges qui sont d'origine italienne, certains qui sont même toujours uniquement italiens, qui n'ont pas la nationalité belge. C'est un phénomène qu'on a retrouvé en France. Je suis bien placé pour le savoir. On a aussi en France eu beaucoup d'immigration italienne, alors que ce soit dans le nord de la France, pareil, à proximité de la Belgique, dans le sud, dans la région de Marseille, vers la Savoie, vers Lyon, et puis aussi en région parisienne. Donc cet accord-là, Rango voulait nous en parler, puisque le match de demain sera sans doute un événement important pour la communauté
italienne en Belgique et pour tous ces Belges d'origine italienne, comme peuvent l'être les France-Italie pour les franco-italiens qui habitent en France. Donc c'est un événement qui je pense, a beaucoup de sens, qui veut dire beaucoup de choses et le match de de samedi plutôt, pardon, non, de vendredi plutôt, on est mercredi. Le match aura donc cette importance pour une partie de la population belge d'origine italienne. Et je pense que c'est des points intéressants parce qu'on comprend aussi le football à travers des événements comme celui-ci, à travers des histoires comme celle-ci. Donc effectivement, moi je salue le choix de Rango de vouloir nous parler de ça ce soir et je m'en fais la voix, n'étant pas concerné de prime abord, mais en tout cas effectivement ce sont des choses qui me parlent et qui me semblent intéressants de voir aussi sous le prisme du football. Mais on aime autant les histoires à côté du football que le football lui-même. Le football, c'est pas, contrairement à la caricature qu'on en fait, juste des gens qui courent derrière un ballon, qui poussent un ballon et qui courent derrière. Ce sont également des histoires comme celle que tu viens de nous raconter, effectivement, comment dire, qui impactent le football. Et je crois que ça touche particulièrement Erco. Oui, ça touche directement. Maintenant, juste pour commencer, c'est l'accord. Il y a déjà eu un premier accord qui était commencé un petit peu après la Première Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas les dates exactes, mais je sais bien il y a beaucoup d'États qui étaient partis justement en Belgique, justement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en Italie, et surtout après des antifascistes qui sont venus après la victoire de Mussolini. Donc, c'était déjà un premier déclencheur, et je pense que d'ici là, entre à peu près 1920 et la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près il y a déjà 4, 5 ou même 6 000 Italiens en Belgique qui étaient venus immigrer. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un vrai accord qui a été trouvé, où les deux pays, on peut trouver effectivement quelque chose à gagner, soit de l'argent ou soit de la main-d'œuvre. Donc, beaucoup d'Italiens sont venus en Belgique pour travailler dans la mine, ce que beaucoup de Belges n'étaient pas vraiment prêts à faire, donc ça arrangeait tout le monde aussi. D'ailleurs, il y a eu le fameux accident donc, au bois du Casier, où il y a eu des milliers de morts. D'ailleurs, je vous conseille de trouver un documentaire sur ces sujets, parce que à la fin, on voit la liste de toutes les personnes qui sont mortes, et 95% c'est tous des Italiens. Donc ça prouve à quel point la communauté est importante à ce niveau-là. C'était quand on est arrivé, l'adaptation n'a pas été facile du tout, parce que les Italiens n'ont pas été bien traités, pas bien vus, parce que voilà, c'est un petit peu comme évidemment on voit encore maintenant, les étrangers viennent pour prendre du travail des Belges, voilà, ou des Français, etc., peu importe où ils arrivent. Donc c'était très mal vu. Beaucoup d'Italiens qui étaient arrivés, c'était beaucoup de syndicalistes, donc c'était des syndicalistes de tempérament, donc qui étaient aussi, voulaient avoir des accords aussi à ce niveau-là, des garanties de ne pas être trop considérés comme des esclaves non plus. Voilà, donc c'était très mal vu aussi. La mentalité aussi, parce que c'est une mentalité un peu qui était même fort italienne, donc on sait bien comment ça a été à l'époque. Des gens qui étaient fort fiers, et qui était une très bonne chose, mais qui étaient peut-être en Belgique, qui n'étaient pas bien vus à ce moment-là. Je sais bien qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cafés, enfin beaucoup. Il y avait quelques cafés, en tout cas, par exemple, qui mettaient des affiches interdites aux chiens et aux Italiens, entre autres. Donc ça prouve quand même que c'était très très froid à l'époque, ça évoluait tout doucement. Quand ils sont arrivés, les Italiens ont commencé on les a mis dans j'aime pas ce mot-là, mais c'est un petit, parce que ça paraît extrême, dans des ghettos. Pas des ghettos comme on a connu un petit peu avant, où vraiment, la communauté juive a beaucoup souffert, mais c'était quand même vachement mis à part. C'était un petit village rien que pour eux, qui habitaient dans des petites caravanes, des petites cabanes comme ça, assez miteuses. Il a fallu beaucoup de temps aussi à ce niveau-là. Et ça, petit à petit, ça a évolué. Maintenant, je pense que les Italiens sont très bien considérés, évidemment. C'est même considérés eux-mêmes avant tout comme Belges. C'est des gens qui sont très fiers d'être ici. Et je pense qu'ils ont aussi une influence positive sur la Belgique. Et il y a des gens comme moi ou comme Rango qui avons la chance d'avoir 2 nationalités. Et c'est un gros atout pour nous, même si on a un petit penchant d'un point de vue sportif pour l'Italie. Mais ça reste que sportif, parce que voilà, on est très très fiers d'être Belges, évidemment. Et ça, voilà, pour le reste, Diop a parfaitement bien résumé de tout. Donc, je ne vais pas justement recommencer à continuer là-dessus. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quel que soit le résultat, quel que soit la Belgique ou quel que soit l'Italie qui gagne, ça va finir quand même par une fête entre les deux. Même s'il y aura oui, évidemment, il y aura un déçu, mais il n'y aura absolument pas de rancune ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être une guerre sur le terrain, mais en dehors, en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il va être une fête générale justement à la sortie du match. Et c'est très rare de voir une communauté quand même qui est parfaitement intégrée d'un point de vue justement. Et même assimiler, osons le mot assimiler, devenir le même. À Rome, fait comme les Romains. C'est la clé de l'intégration, l'assimilation en réalité. Oui, c'est ça. C'est parfaitement ces mots, c'est assimilé. Voilà, c'est un petit peu compliqué de traiter de ce sujet-là, parce qu'on sait très bien que des mots peuvent être un peu
ne pas justement ressortir par rapport à ce qu'on pense. Mais en tout cas, oui, l'italien maintenant est considéré comme un belge. Et le belge aime bien aussi, beaucoup de Belges maintenant aiment bien aussi de se trouver des origines italiennes pour pouvoir justement par l'amour qu'ils ont pour ce pays, cette nation qui est devenue maintenant une deuxième maison en tout cas. Et je crois que Roland, pour compléter tout cela, a un petit conseil de lecture. Exactement, parler de tout ça, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années, un livre de Pierre Milza, qui est un historien français qui a dû être enseignant, je crois, à Sciences Po Paris, qui est d'origine italienne, comme son nom l'indique, et qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Voyage en Italie, où en fait il fait un historique de l'immigration italienne en France, donnant des chiffres évidemment, puisque les chiffres étaient assez importants, du comment, du pourquoi, de comment ça s'est passé, de quelles ont été les différentes vagues. Erco parlait notamment pour la Belgique de l'après-Première Guerre mondiale. Bah, c'était un peu pareil en France. Il y a eu avant la Première Guerre mondiale, il y a eu après la Première Guerre mondiale. J'en sais quelque chose puisque ça s'est passé comme ça pour mes familiers. Il y a eu ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, et ce bouquin est super précis, et Pierre Milza, dedans, parle de son vécu aussi, lui qui est né en France, de l'image de son père qui était italien, de la région de Parme, si je me souviens bien, de ses vacances l'été dans sa famille là-bas, lui qui arrivait comme étant le français, et quand il était en France, c'était l'italien. Donc vraiment un très bon bouquin que je recommande chaudement à tous ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet. Et Pierre Milza, de manière générale, a fait de très bons livres sur l'Italie, sur l'histoire de Mussolini, du courant fasciste, sur Napoléon III, si je me souviens bien. Donc vraiment un auteur très riche, très intéressant, et qui est décédé il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 ans malheureusement. Mais en tout cas, je vous recommande vivement Voyage en Italie. Si vous voulez vous détendre, pour être plus trivial, il y a Don Camillo, hein, que certains ont peut-être vu, mais Don Camillo c'est génial, voilà. Les bouquins de Giovanni Guareschi et les films bien sûr avec Fernandel, c'est de la comédie, c'est drôle, et puis on voit des paysages italiens magnifiques surtout, on le rappelle jamais assez. Je vais revenir un petit peu au match pour terminer, pour clore ce chapitre, pour clore cette émission. L'autre jour je disais qu'il faudrait considérablement hausser le niveau de jeu, faire preuve d'efficacité dans les zones de vérité, donc être italien, justement, être italien en fait. Et ben je confirme, c'est en jouant à l'italienne que l'Italie pourra s'en sortir, et j'espère qu'elle en est encore capable. Réponse vendredi soir ici après le match. D'ici là, bonne fin de semaine. Salut. Ciao. Salut.